Vous avez déjà pêché? C'est pas si facile, mais on peut augmenter ses chances de succès si on dispose de quelques loutres. Cette curieuse méthode de pêche existe depuis le 6e siècle et on la pratique toujours au Bangladesh où les pêcheurs se transmettent les compétences requises de père en fils depuis de très nombreuses générations. Parce que les loutres sont vraiment utiles. Bien sûr, il faut d'abord les entraîner à guider les poissons vers le filet. C'est ce qu'elles sont censées faire. Les loutres n'attrapent pas les poissons elles-mêmes et elles ne les apportent pas aux pêcheurs. On exploite seulement le fait que les poissons ont peur des loutres. Les pêcheurs admettent qu'ils n'attraperaient pas autant de poissons sans l'aide de leurs assistantes. En général, ils pêchent la nuit et chaque bateau ramène entre 4 et 12 kilos de crabes, poissons et crevettes. Mais comme je l'ai dit, les loutres ont besoin d'être formées à ça. Leur dressage commence lorsqu'elles ont 3 à 4 mois. Elles sont nées et élevées en captivité. Le plus souvent, les bébés loutres imitent leurs parents domestiqués, ce qui simplifie grandement la tâche des pêcheurs. Pourtant, ce savoir ancestral semble vivre ces dernières années. À cause de la pollution et d'autres problèmes environnementaux, les poissons se font rares. Et s'il y a peu de poissons, il ne sert à rien d'avoir des loutres. Financièrement, c'est un non-sens. Selon des estimations, dans 20 ans, l'art de la pêche à la loutre aura complètement disparu. À ce jour, le Bangladesh est le seul pays où ce mode de pêche existe encore. Il est peu probable que les choses s'arrangent. Il est très difficile de dresser des loutres sans l'aide de leurs parents déjà entraînés. De plus, l'élevage des loutres coûte cher. Chaque mois, les pêcheurs bangladais dépensent la moitié de leur petit salaire rien que pour les nourrir. S'il n'y a pas assez de poissons, ils courent à la ruine. Mais les loutres sont pas les seuls à pouvoir nous servir de canne à pêche. Les cormorans font aussi très bien l'affaire. On ne sait pas exactement où cette étrange méthode de pêche est née, peut-être en Chine ou au Japon, mais les chercheurs s'accordent sur un point. Il s'agit d'un savoir très ancien, vieux d'au moins 1300 ans. La pêche se déroule ainsi. Des oiseaux dressés accompagnent les pêcheurs et ils plongent pour attraper des poissons. Pour éviter que l'oiseau ne nage ou ne s'envole pour toujours, il est tenu en laisse, ce qui garantit également que le cormoran n'avalera pas le poisson s'il est assez gros. On a la courtoisie de laisser au cormoran certaines petites prises pour que l'oiseau puisse casser la croûte pendant le travail. Lorsque l'oiseau revient au bateau, le pêcheur extrait tout simplement le poisson de la poche spéciale située dans sa gorge. Bien sûr, les cormorans ne sont pas les seuls oiseaux doués pour la pêche, mais ils sont étonnamment doués pour plonger. Sérieusement, ils nagent presque aussi vite que les loutres, les phoques et autres animaux marins. Un cormoran peut plonger à 20 mètres de profondeur, puis remonter calmement à la surface. En bref, les lointains ancêtres des pêcheurs chinois et japonais savaient très bien à qui demander de l'aide. Pourtant, une question se pose. Est-ce que c'est bien éthique d'utiliser des animaux à de telles fins? Eh bien, on peut considérer les humains et les cormorans comme des partenaires. Certains disent que les cormorans sont même capables de compter leurs prises, et s'ils estiment ne pas être correctement rémunérés, ils refusent tout simplement de coopérer plus longtemps. Ils doivent résilier leur contrat ou quelque chose comme ça. En plus d'un salaire décent, les cormorans bénéficient d'une sorte d'assurance santé. Les cormorans sauvages vivent généralement de 7 à 8 ans, 10 ans au maximum. Mais les oiseaux qui pêchent avec les hommes battent tous les records de longévité. Leur espérance de vie peut atteindre 25 voire 30 ans. On les traite comme des membres de la famille. Et bien sûr, ce partenariat avec les cormorans profite aussi aux pêcheurs. Pas seulement parce que les oiseaux font le travail des humains ou qu'ils les aident à attraper plus de poissons. Le poisson pêché par un cormoran se vend plus cher. Les oiseaux y laissent des marques de bec caractéristiques qui servent de preuve pour les clients. Le prix plus élevé s'explique facilement. Un poisson pris au filet meurt lentement, mais un poisson attrapé par un cormoran meurt instantanément. Il est donc plus frais. Par ailleurs, on n'a pas besoin de nourrir les cormorans. Enfin, c'est pas toujours vrai, mais pendant la saison de la pêche, ils sont capables de se procurer de la nourriture par eux-mêmes. Et en prime, la pêche aux cormorans est encouragée par le gouvernement, du moins au Japon. C'est une très bonne attraction touristique. Mais les oiseaux peuvent être plus que de parfaits auxiliaires de pêche. Vous connaissez les oies de garde? Pourquoi pas? Les oies sont agressives et très territoriales. Si bien que,
Tout au long de l'histoire de l'humanité, on s'en est servi pour protéger toutes sortes de choses. Depuis octobre 2021, le gouvernement chinois a déployé une armée de 500 oies pour empêcher le coronavirus d'entrer en Chine par le biais de l'immigration clandestine. Il paraît que ça a vraiment aidé. En décembre 2021, une oie aurait sonné l'alarme en cacardant pour aider à attraper 2 personnes traversant illégalement la frontière. Une autre équipe d'oies appelée Scotch Watch a gardé sur un vaste territoire le stock de whisky Ballantine's en cours de vieillissement de 1959 à 2012. Au début, il n'y avait que 6 oiseaux, mais après quelques dizaines d'années, leur nombre était passé à plus d'une centaine. Elles étaient moins coûteuses à entretenir que des chiens de garde, et tout aussi efficaces. Peu à peu, leur nombre a diminué, et finalement, on a laissé ces oiseaux profiter d'une retraite bien méritée. Apparemment, la technologie les a remplacés. C'est aussi des oies qui gardaient les radars et les installations anti-aériennes en Allemagne de l'Ouest en 1986, pour le compte de l'armée américaine. On comptait sur les oies pour servir de système d'alarme vivant, parce que les oiseaux ne peuvent pas remplacer de vrais gardes. Mais d'une certaine manière, les oies sont encore plus cool que les chiens. Elles n'ont pas besoin de dressage pour protéger quelque chose. Dès qu'une oie s'est habituée à un lieu, elle le défendra jusqu'à la mort. Les oies font pas de bruit pour se parler entre elles, par exemple. On peut pas les faire taire en leur jetant une friandise. Ça fera que les rendre plus bruyantes. Et essayer de faire fuir une oie. Le résultat sera le même. Dotées d'une meilleure vue que les humains et les chiens et d'une ouïe exceptionnelle, elles sont parfaites pour détecter les menaces de jour comme de nuit. Il est strictement impossible de passer devant une oie sans se faire voir. Personne n'en est capable. Et s'il y a des œufs ou des oisons dans la zone de patrouille, alors là, je plains l'intrus. Parce que, honnêtement, les oies sont des folles furieuses. Elles sont prêtes à charger n'importe quoi, et elles se fichent bien de savoir si l'ennemi fait plusieurs fois leur taille. C'est quoi ça? Un gorille? Rien à faire, lui aussi il se fera attaquer. Certaines personnes qui s'étaient approchées trop près d'un nid d'oies sauvages ont subi de graves blessures à la tête et eu le bras cassé. Et les oies domestiques sont beaucoup plus grosses. On n'a même pas besoin de les nourrir tous les jours. Lorsque l'herbe est abondante, les oies en tirent la plupart de leurs calories. Il suffit de leur donner une petite quantité de suppléments alimentaires. De plus, les oies domestiques détestent passer l'hiver à l'intérieur. Même au plus froid, elles restent dehors, ce qui signifie que le territoire demeure sous protection. Il y a une raison pour laquelle je parle d'oies au pluriel. Ces oiseaux vivent en bande. Elles forment de vraies entreprises de sécurité qui produisent constamment de nouveaux gardes. Et les oies peuvent vivre jusqu'à 20 ans. En bref, c'est des animaux sacrément utiles. Mais assez parlé d'oiseaux. Vous saviez que tout électricien qui se respecte devrait avoir un furet apprivoisé. En tout cas, il existe au Royaume-Uni une compagnie qui utilise des furets pour poser des câbles dans toutes sortes d'endroits difficiles d'accès. Au lieu de ramper sous les lattes de plancher ou de se frayer un chemin dans les cavités des murs, en abîmant tout sur leur passage, les humains y envoient un furet qui pénétrera dans le moindre interstice. Et qui posera le câble, bien sûr. Les furets sont faciles à dresser, et comme on dit, un furet peut faire le travail de 4 hommes. Les furets permettent d'économiser d'énormes sommes d'argent, de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros selon le projet. En outre, les animaux eux-mêmes sont tout à fait abordables. Par exemple, en 1971, le Fermilab de Batavia a économisé des milliers d'euros grâce à un furet dressé appelé Felicia. Felicia n'a coûté aux scientifiques que 34 euros. Les furets aiment grimper dans les endroits difficiles d'accès, car dans la nature, ils adorent chercher des terriers. Ces animaux sont donc vraiment intéressés par leur travail. Le principe est assez simple. On met un harnais au furet et un fil de nylon solide mais très léger, enroulé autour d'une bobine, est attaché au harnais. Le furet est placé à une extrémité d'un tuyau et il y a un appât pour l'attirer à l'autre bout. En chemin, l'animal déroule le fil derrière lui et ce n'est qu'ensuite qu'on tire un câble à l'aide du fil. D'ailleurs, c'est grâce à des furets que le monde entier a pu assister au mariage du prince Charles et de Lady Di. En juillet 1981,
la BBC a engagé une équipe de furets pour faire passer des câbles de télévision sous les planchers de la cathédrale Saint-Paul à Londres. Il fallait tirer ces câbles dans des conduits souterrains très étroits sous la cathédrale et aucune des méthodes habituelles ne fonctionnait. Mais les furets ont accompli leur mission, car c'est des professionnels. Pendant que les furets posent des câbles, les chrysétomes des savanes font un travail tout aussi important, en aidant les sauveteurs à trouver des gens sous les décombres. Là encore, c'est des chiens qui font ça d'habitude, mais les rats en sont tout aussi capables. Chaque année, de nombreuses personnes meurent parce qu'elles ne sont pas secourues à temps après un tremblement de terre ou l'effondrement d'un bâtiment. Il peut être difficile, voire impossible, d'entrer en contact avec les victimes pour les soutenir, et c'est là que les chrysétomes viennent à la rescousse. Ils portent de petits sacs à dos avec des micros, des équipements vidéo et des capteurs de localisation. Ces outils sont essentiels pour que les équipes de secours puissent communiquer avec les survivants en temps réel. De plus, en suivant l'itinéraire des rats de secours, on peut déterminer où se trouvent exactement les personnes sous les décombres, ce qui permet de les sauver le plus vite possible. Les chrysétomes des savanes sont parfaits pour ce genre de travail. Ils sont petits et agiles. Ils peuvent se faufiler dans les plus petits espaces et ils sont incroyablement tenaces. En raison de leur faible poids, les rats ne provoquent pas d'effondrement supplémentaire. Et ils apprennent très vite. Il n'a fallu que 2 semaines à un spécialiste pour transformer 7 rats ordinaires en sauveteurs. Et bien sûr, le coût est également un facteur. Nourrir des chrysétomes des savanes ne coûte pas cher, et cette espèce vit de 6 à 8 ans. Ces rats tombent rarement malades. Dans l'ensemble, c'est un excellent investissement qui peut sauver de nombreuses vies. Je dois dire que ce projet n'a été lancé qu'en 2022 et qu'il est encore difficile d'évaluer son efficacité. Mais je pense que les rats seront à la hauteur de la tâche. Hélas, faire à un animal un travail inhabituel n'est pas toujours couronné de succès. Vous auriez imaginé qu'un éléphant puisse aider des viticulteurs ? C'est vraiment une drôle d'idée. Pourtant, dans l'Oregon, 750 bouteilles de vin ont été produites au vignoble de Russell Prayer Rock à l'aide de George l'éléphant et de sa suppléante, Alice l'éléphante. Au début, le propriétaire du vignoble hésitait. Les éléphants pèsent lourd et George risquait d'écraser les pépins en même temps que les grains, ce qui aurait gâché la boisson. Mais les pieds des éléphants ont des coussinets très doux et ils semblent parfaits pour fouler les raisins. On dirait bien qu'on a là tous les ingrédients d'un vin unique, mais il s'est avéré que les éléphants sont des animaux trop prudents. George n'aimait pas beaucoup l'idée de marcher sur des raisins glissants et de risquer de tomber. Il a fallu littéralement le supplier. Il a fallu 2 mois pour que George soit prêt. Tout ça pour un événement unique. D'ordinaire, c'est pas la meilleure façon de produire du vin. Mais l'événement était destiné à une œuvre de charité. Et tous les bénéfices de la vente sont allés à la protection des éléphants. Si j'étais George, ça me ferait plaisir. À plus.